Alors que l'actualité est principalement rythmée par la recherche du prochain coach, le mercato a ouvert ses portes il y a 2 jours maintenant et ça s'accompagne de pas mal de rumeurs, notamment dans le sens des départs. Dans cet épisode, on va revenir sur l'actualité des derniers jours avec évidemment un focus particulier sur l'entraîneur comme vous avez pu le voir au titre et à la miniature, mais on parlera également de l'avenir de Milik qui va faire son retour à Marseille, de Payet mais aussi de Guendouzi. Comme d'habitude, petite question pour vous, faut-il garder Milik en vue de la saison prochaine ou alors faut-il le vendre dès son retour de prêt? J'attends vos avis en commentaire, vous aurez bien sûr le mien pendant la vidéo. On commence tout de suite par un focus sur les infos mercato qu'on a pu avoir ces derniers jours. On a une nouvelle fois entendu parler de la piste Edouard Spertian, le journaliste Raj Khachatryan confirme l'intérêt de la direction marseillaise pour le milieu offensif arménien qui brille avec Krasnodar. Des statistiques impressionnantes, 14 buts, 14 passes D en 40 matchs. Si le prochain coach décide de jouer avec un meneur de jeu, c'est un profil qui pourrait totalement coller parce qu'il est capable de se montrer décisif et impactant dans le jeu. Transfermarkt l'évalue à 9 millions, mais dans le même temps il a une clause libératoire de 15 millions d'euros, et on imagine que Krasnodar ne voudra pas le brader, sachant qu'il a encore 3 ans de contrat là-bas. En tout cas, c'est quand même la 3e fois qu'on en parle depuis le mois de mars, ce qui peut vouloir dire que l'intérêt est bien réel, mais à voir si ça va se matérialiser par une offre. Au rang des jeunes joueurs qui auront absolument besoin de jouer, Simon Ngapondwetenbou devrait être prêté en vue de la saison prochaine d'après les infos du Phocéen. Ce sera l'occasion de rattraper les 2 rendez-vous manqués, souvenez-vous, parce qu'il était proche d'être prêté à Valenciennes avant de se blesser, et par la suite son prêt à Pau ne s'était pas concrétisé non plus. À 20 ans, il doit absolument faire une saison complète. En Ligue 2, je pense que ce serait pas mal pour progresser tranquillement et prendre de l'expérience. Cette saison, il a pu apprendre aux côtés de Lopez et Blanco, mais sans perspective de temps de jeu. Cet été, la direction cherchera un gardien pour concurrencer Pau Lopez, et dans ce cas de figure, il faut absolument prêter Simon au plus vite, parce qu'il a un grand potentiel, mais il a besoin de jouer pour le développer. Toujours côté jeune, on se souvient de Mikhail Ngorfay qui devait nous rejoindre dans le cadre du partenariat avec Diambar au jour de ses 18 ans, mais qui avait totalement disparu des radars au sein de l'académie avant de s'engager avec le NK Custodia en 2ème division croate cet hiver. Quelques mois qui auraient convaincu le Barça de le faire signer d'après les infos de Fabrizio Romano, ça parle d'un transfert de 5 millions d'euros plus bonus qui devrait bientôt être officialisé. Il le considère comme un futur top player et si c'est le cas on pourra évidemment s'en mordre les doigts, d'autant plus que c'est probablement un dégât collatéral par rapport aux relations compliquées entre la direction de l'académie de Diambar et celle de l'OM. Concernant Matteo Guendouzi, on a parlé d'un départ tout au long de la saison, notamment parce qu'il n'était pas vraiment dans les plans de Tudor qui avait du mal à lui trouver une place à long terme dans le 11. La donne pourrait changer avec l'arrivée du nouveau coach qui en fera peut-être un titulaire. En tout cas, Guendouzi a eu l'occasion de s'exprimer sur son avenir au micro de Téléfoot en expliquant qu'il y aura des discussions avec la direction et avec le futur coach pour prendre une décision par rapport à son avenir olympien. Au-delà de ça, il explique que la direction lui a dit qu'ils avaient vraiment confiance en lui et qu'il serait un joueur important la saison prochaine. Il a en tout cas de nombreux prétendants, Téléfoot reparle d'Aston Villa et de Newcastle qui sont beaucoup revenus, et ajoute 2 grands clubs italiens, l'Inter et la Juventus. Du beau monde sur Guendouzi qui est probablement le joueur le plus bankable de l'effectif, Transfermarkt l'estime à 25 millions et on peut se dire que si on approchait de 25-30, ce serait vraiment une très belle vente. Le timing était probablement meilleur la saison dernière après une grosse saison avec Sampaoli, mais quoi qu'il en soit, c'est un joueur qui a une belle cote sur le marché et qu'il faut pas oublier non plus qu'il est international. Il aura des offres cet été et je pense que s'il y en a une qui est satisfaisante, il partira. Toujours au rang des joueurs dont l'avenir est toujours un peu flou, Dimitri Payet a eu l'occasion de s'exprimer sur la suite après une saison très compliquée avec Igor Tudor. Il compte bien rester la saison prochaine en considérant qu'il veut réussir sa sortie et qu'il a encore l'objectif de remporter un titre à l'OM avant la fin de sa carrière. Il estime être en pleine forme à 36 ans et avoir encore à apporter. Il est en tout cas très clair sur les questions de son avenir comme il l'explique dans cet entretien pour France Football. C'était aussi l'occasion de donner ses vérités sur Tudor. Il explique que c'était compliqué sur le plan humain, que Tudor était beaucoup trop autoritaire et que le groupe l'a ressenti. C'était pas franchement un affectif et cet aspect-là n'a pas plu à Payet qui aime plutôt avoir un rapport père-fils avec son coach comme il le dit lui-même. Il explique aussi qu'il a toujours respecté les choix du coach mais en estimant quand même qu'il aurait dû l'utiliser un peu plus, notamment dans certains matchs fermés. Il explique aussi qu'il a joué un rôle dans le vestiaire pour épauler ses coéquipiers et il concède que le soutien des supporters l'a vraiment touché et que ça lui a permis de garder la motivation malgré un statut compliqué dans l'effectif. Concernant Alexis Sanchez, Abdellah Boulma et Sébastien Srur expliquent qu'il y aurait eu une réunion entre Longoria et Sanchez. L'attaquant chilien serait d'accord pour poursuivre l'aventure, mais son avenir serait lié à l'arrivée de Gallardo sur le banc olympien, étant donné qu'il voudrait évoluer sous ses ordres. Une information à prendre avec des pincettes comme toujours, et qui a été démentie par la Provence dans un article ce lundi, même si je pense que ce serait une très bonne chose pour Gallardo,
mercato de pouvoir compter sur un joueur du niveau et de l'expérience de Sanchez. Au-delà de ça, on parlait aussi d'une très grosse offre d'Alphatay dans le dernier épisode. On a entendu aussi par la suite quelques rumeurs qui disaient qu'il voulait absolument jouer la Ligue des Champions et qu'il n'était pas aussi charmé que ça par l'intérêt du club saoudien, en tout cas sur le plan sportif. À voir si l'info va se confirmer, mais on sera fixé dès que l'entraîneur arrivera. Sur Milik maintenant, la Repubblica nous apprenait il y a quelques jours que la Juventus avait décidé de ne pas lever son option d'achat, qui était pourtant de seulement 7 millions d'euros. C'était cadeau pour un joueur comme Milik, mais il ne restera finalement pas à la Juventus. La Gazzetta dello Sport explique que la Juventus avait contacté l'OM par la suite pour obtenir un nouveau prêt avec une option d'achat obligatoire qui était liée à un certain nombre de matchs joués ou à une qualification en Ligue des Champions. Une offre refusée par l'OM qui va enregistrer le retour de Milik avant qu'il ne trouve un autre point de chute, à moins que le futur coach décide de le garder. Faut voir selon le profil du coach qui va arriver, mais peut-être que le profil de Milik peut l'intéresser. Ça peut être une solution utile, mais je pense que ça colle vraiment pas avec le jeu qu'on veut proposer, surtout si Longoria veut rester plus ou moins dans une certaine continuité, et au-delà de ça, faut pas oublier qu'il a un salaire très important. Toujours en Italie, la Repubblica et Il Tempo confirment l'intérêt de la Lazio dont on parlait dans le dernier épisode. Les discussions vont s'accélérer cette semaine entre les deux clubs et pourraient aboutir sur un transfert autour de 10 millions, qui serait donc supérieur à ce qu'on aurait pu récupérer avec la Juventus. Maintenant, pour passer au dossier du coach, on entend un petit peu tout et son contraire, notamment dans le dossier Gallardo où ça part un peu dans tous les sens, donc on va tenter de croiser les infos pour s'y retrouver un peu. En Espagne, le quotidien AS affirme que Gallardo serait proche de s'engager à l'OM. D'après eux, Longoria l'aurait même rencontré ce week-end en Turquie pendant la finale de la Ligue des Champions et les discussions étaient apparemment très positives. En Argentine, TIC Sports, qui est une source très fiable comme on avait pu le voir notamment dans le dossier Benedetto, d'après eux, il n'y a encore rien de bouclé avec Gallardo et ce ne serait pas aussi concret que ce qui était annoncé en Espagne ce matin, sans pour autant affirmer l'intérêt de l'OM pour le coach argentin. De leur côté, la Provence démente une éventuelle rencontre entre Longoria et Gallardo en Turquie, en expliquant qu'il était à Marseille ce week-end et qu'il est depuis parti pour Boston pour le point de fin de saison habituel avec Frank McCourt. Ils vont plus loin en expliquant qu'il n'y avait pas d'avancée significative dans le dossier du coach ces dernières heures. Toujours d'après eux, Gallardo fait bien partie de la shortlist avec d'autres noms qui ne seraient pas encore sortis. Mohamed Bouafsi, qui est très souvent bien informé, nous dit qu'il n'y a pas d'accord entre Gallardo et l'OM à l'heure actuelle, ce qui confirme les infos de TIC Sports. D'après ces infos à lui, il y a des discussions en cours et il confirme aussi que Gallardo fait clairement partie des deux favoris à l'heure actuelle. Il ne l'a pas cité, mais on imagine que le deuxième favori c'est Paulo Fonseca, parce que d'après ces infos, Grosso ne serait pas une top priorité à l'heure actuelle. Alors ça veut pas dire non plus que la piste est abandonnée, mais la direction marseillaise donne sa priorité à Gallardo et on imagine à Fonseca. Faut pas oublier qu'il a aussi d'autres prétendants, on pense notamment à Monaco qui pourrait l'intéresser sachant qu'il y a évolué en tant que joueur, mais j'espère qu'on arrivera à boucler la piste comme je l'expliquais dans la vidéo de dimanche soir, parce que je pense que ça peut clairement coller avec le contexte de notre club et je pense qu'il peut nous faire passer un cap. De notre côté, on arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et comme d'habitude si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne et lui permettre d'être mieux mise en avant. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous avez regardé cet épisode jusqu'à la fin, écrivez paillettes dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, n'hésitez pas à aller voir l'analyse sur Fabio Grosso qui est sortie dimanche si ce n'est pas déjà fait. Ciao, portez-vous bien, et surtout allez l'OM.